Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui Fréquence Panzer, donc une émission un peu spéciale. Donc on a le tank qui est à l'arrêt, le moteur est en rade. Donc je suis avec mon cher ami Elios. Salut à tous, Elios à l'appareil. Alors aujourd'hui pour une émission qui va déchirer. Donc en gros voilà, on a un petit problème de moteur, donc ça a arrêté quand même au pays des gilets jaunes, des rebelles, des voyous qui cassent tout, et aussi des entrepreneurs qui sont fracassés par l'État, faut le dire honnêtement. Hmm. Ouais, effectivement, je vois pas comment c'est possible de créer une entreprise dans ces conditions, quoi. Comment la vie reste possible. Donc on se lance avec un cher camarade, on lui lance il va se présenter, puis on part sur une nouvelle émission de Fréquence Panzer. Sur ce, bah, messieurs, pas de bol cette fois, on pourra pas le démarrer. Mais bon, on va quand même discuter avec les autochtones. Bonjour à tous, je suis un petit artisan sur l'Île-de-France. La situation n'est pas très facile, mais on essaie de s'en sortir. On a essayé de s'adapter en fonction de la situation existante avec le Covid et puis la crise économique. Ok, intéressant. Franchement, mais concrètement, en fait, on se demande comment ça se passe au jour le jour. Parce que, c'est-à-dire que la situation, vue comme ça de loin, en connaissant la charge d'impôt, la situation avec les dictatures sanitaires, on se dit qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, enfin, on comprend pas en fait comment c'est possible de s'en sortir et tout simplement de vivre décemment. Alors on se demande comment toi, concrètement, est-ce que tu fais par exemple? J'imagine qu'une bonne partie doit passer au black, parce que pas le choix en fait. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, moi j'ai peut-être l'avantage d'avoir un cursus particulier, c'est-à-dire que moi j'ai une formation de comptable, ce qui fait que je m'informe énormément sur tout ce qui est on va dire changements sociaux, en fait tout ce qui est parti, tout ce qui peut appartenir aux aides aux salariés, mais aussi surtout aux aides pour les riches. Moi, j'ai trouvé un concept qui me correspondait beaucoup plus, c'est-à-dire que je crois pas trop que le système va rembourser un petit peu tout ce que je cotise de toute ma vie. Donc, je ne suis pas salarié, c'est-à-dire que je ne cotise en rien du tout. Je suis un régime de société normal, sauf qu'au lieu de payer un impôt sur le bénéfice de ma société et après prendre un salaire, payer des charges, tout ça, je ne touche que un impôt sur le revenu une fois par an sous forme de dividende. Et là-dessus, on a moyen de gratter énormément, puisqu'en fait on cotise ni à la retraite, ni au chômage, ni à tout ça. Alors c'est sûr que pour l'avenir, c'est peut-être pas forcément glorifiant par rapport au système à laquelle on nous vend aujourd'hui. C'est-à-dire que ouais, il faut cotiser à la retraite, il faut cotiser au chômage, il faut cotiser à la sécurité sociale, tout ça. Mais en fait, quand on voit tout ce que ça coûte pour un artisan, et je parle bien pour un artisan, pas forcément pour un salarié, le moyen c'est peut-être de capitaliser tranquillement chacun pour soi. Il y a des chantiers évidemment au black, mais malheureusement c'est pas la majorité. Donc le peu de chantiers au black qui sortent à l'année, voilà, ça va nous remplir un frigo une fois dans l'année, mais pas tout le long de l'année. Donc moi j'ai choisi cette optique là, c'est à dire que je viens un peu à travers les lois qui sont faites pour les riches. Je me prends pas de salaire, je cotise en rien, je touche mes dividendes une fois dans l'année et je déclare en fait que les dividendes. Donc évidemment j'économise beaucoup de charges. Et évidemment, je fais en sorte de passer aussi une grosse partie de charges dans la société. Alors, je vais parler de véhicules, je vais parler de motos, je vais parler de téléphonie, d'internet, tout ça. Tout ça, c'est des choses que j'ai pas besoin de dépenser au quotidien. Bon bah écoute, ouais, bah intéressant ouais, d'utiliser les lois, comme tu dis, de la haute société, de la richesse pour se dégager, on va dire, une vie un peu plus saine. Donc j'ai trois petites questions. Donc la retraite, bon, Fréquence Panzer, comme certains des membres de l'équipe, vu qu'on est tous différents, moi j'ai mon avis personnellement, bon, tu le connais notamment. Honnêtement, à mes yeux, en fait, la retraite est juste une escroquerie pour boomer et un vol pour on va dire la population travailleuse. Pyramide de Ponzi. Donc c'est une pyramide de Ponzi à l'état pur. Secondo, le chantier au black, je suis un peu surpris, parce que c'est vrai que j'ai vu énormément de chantiers au black quand j'étais en Ile-de-France, mais je pense que c'est la vitrine, en fait, comme tu dois le dire. Et troisième question, on va partir sur un truc un peu plus piquant au niveau politique, social. Si tu pouvais donner ton avis en fait dessus, je te laisse, t'es en roue libre. Merci pour ces questions super intéressantes. La retraite, alors la retraite, c'est un débat hyper complexe, surtout dans notre temps. La retraite, moi, je suis pas pour, je suis pas contre, mais bon, je suis pas non plus pour dans le système dans lequel on nous présente aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, je connais pas vraiment le régime d'un salarié. Bon, après, je me renseigne un petit peu. Je sais que le minimum
Pour quelqu'un qui a pas trop cotisé, c'est 800 balles, 900, peut-être 1000 euros par mois. Donc je sais pas comment on fait pour vivre à 1000 euros. Pour un artisan, je me suis renseigné, parce que moi ça fait 20 ans que je suis à mon compte, donc je me suis un peu renseigné. Bah, il s'avère on me demande en gros 750 euros par mois pour avoir un complément de revenu, un complément de retraite, parce que je parle de complémentaire là, un complément de retraite de 350 euros. Donc je me suis dit le calcul est vite fait, hein. Il suffit de mettre la différence dans l'immobilier, dans la pierre, ouais, même acheter des parkings, des choses comme ça, voire même acheter des voitures de luxe. Je rentre dans un système un peu capitaliste, mais pour que chacun puisse s'en sortir, aujourd'hui, on n'a pas trop le choix de trouver les moyens qui permettent de s'enrichir un peu plus. Donc non, moi la retraite, j'y crois pas. Je pense que de toute manière, tous les gens qui sont derrière ces régimes et surtout les têtes d'affiche nous coûtent une fortune. Donc je vois pas l'intérêt de dépenser 100 pour récupérer 40. Le concept est complètement débile, c'est-à-dire que les gens ne sont plus capables aujourd'hui de savoir épargner par eux-mêmes. Enfin ça, c'est un global. Les chantiers au black, bah, c'est là simplement pour la bonne raison que moi je suis dans un secteur d'activité où je travaille que pour des bureaux. Donc c'est très très rare que les gens qui font des bureaux ne veulent pas de facture, puisqu'évidemment ils ont une réduction de TVA, et ils ont une récupération de TVA, et puis ça passe en charge, donc c'est pas de leur propre poche. Et moi, le particulier, c'est pas ma tasse de thé. Donc je fais très très peu de particuliers, et les peu de particuliers que je fais, oui, en effet, ce sera du black, mais souvent, bah, là, c'est une des personnes pour qui j'aurais travaillé dans la société, à qui on n'aura plus, et qui m'appellera pour faire les travaux chez eux. Pour revenir à la politique sociale, donc qui est comme un débat assez houleux entre guillemets, mais aussi assez compliqué, hein. Bah, je pense que notre beau pays a besoin de rassurer l'ensemble de la population. Moi, je suis pour que les hôpitaux soient gratuits, que l'école soit gratuite, que l'ensemble des services publics doivent être gratuits. Donc c'est sûr qu'il faut quand même financer tout ça. Donc il faut qu'il y ait un minimum de taxes aussi. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que bah, on donne peut-être beaucoup trop d'argent des fois à certains. Enfin, le système permet de donner beaucoup trop d'argent à certains, et il y en a qui en profitent malheureusement. Et cette petite minorité de gens font qu'il peut y avoir un ras-le-bol général. On parle des fonctionnaires, on parle des gens qu'on aide à tout va, à partir de 3, 4, 5 gamins, etc., etc. Enfin bon, après, c'est pas, c'est pas un débat humain, c'est plus un débat politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée des lois pour pouvoir donner toutes ces aides et que ça coûte de l'argent, ben, il y a certains qui vont en profiter. Et je pense même qu'il n'y a pas que des gens qui n'ont pas les moyens, il y a surtout des gens qui ont beaucoup de moyens, qui se retrouvent avec des appartements de fonction, avec des aides d'État, alors que des gens touchent entre 5 6 000 euros, et je trouve que c'est pas justifié. Après, c'est une question de bon sens. Enfin, voilà, moi, j'ai jamais eu besoin d'aide. Donc j'ai jamais demandé. Il y a des périodes de ma vie où je me suis retrouvé au chômage quand j'ai créé ma société. C'est pas pour autant que j'ai été demandé le chômage. C'est vrai qu'après coup, je me dis que c'est un peu de vide, parce que c'est de l'argent que l'État me doit, et que j'aurais pu avoir. Mais au-delà de ça, voilà, moi je me suis toujours fait tout seul, et donc du coup, j'ai jamais pensé à utiliser ce système-là. Euh, on a besoin d'aide, parce qu'il y a des gens qui sont pas, évidemment, qui n'ont pas les capacités de pouvoir s'en sortir et de rebondir. On n'a pas tous un vécu, je dirais, épineux, qui nous permettent aujourd'hui de rebondir. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans la détresse, qui sont dans la galère, et je pense que les aides sont quand même nécessaires. Mais au-delà de ça, il faudrait que ce soit vraiment du cas par cas, et que chaque dossier soit étudié, et que ce système de corruption soit vraiment aboli, de manière à ce que l'argent aille à qui de droit. Ok, bah ok, très intéressant. Autant dire que ça va éclairer beaucoup de nos auditeurs. Bon, honnêtement, je comprends totalement cette vision des choses parce que c'est quand même, bah, c'est ma façon de vivre aussi actuellement dans ce pays d'Europe centrale où je me suis exilé. C'est que je suis employé, mais d'un autre côté, j'ouvre une entreprise pour capitaliser, pour pouvoir aussi bah, faire du pognon pour me mettre en sécurité, on peut pas se mentir. Et moi, à mes yeux, le capitalisme n'est pas quelque chose de foncièrement mauvais. Je suis plus un libertarien dans l'âme. Par contre, la petite question qui peut se poser, c'est nous, on s'est connus durant la période des Gilets jaunes pour situer au niveau des auditeurs. On a fait beaucoup de déplacements ensemble. On a bien rigolé. Notamment, je me rappelle d'une anecdote où on a roulé dans le centre-ville de Paris où j'avais pas de casque. Toi, tu étais en scooter, j'étais derrière toi. On traversait, tu avais tous les antifas qui nous mataient. Et puis, avec, on passait devant les flics et compagnie, c'était à mourir de rire. Ou notre virée sur les champs, derrière toi en scoot, avec pareil, une nana des antifas qui m'a grillé. Et toi, quand en mode rien à foutre, qui va taper une discute en disant mais il faut rassembler nos forces. Bah tiens, on pourrait en parler de la session des Gilets jaunes, de ces grandes fréquences sociales que tu as connues d'intérieur notamment, des trucs que tu as organisés, pour prouver aussi à nos auditeurs que c'était pas qu'un ramassis de cassos, alcoolo et de sombres merdes, quoi. C'est qu'il y a quand même eu des gens qui avaient quelque chose à perdre surtout.
qui avait quelque chose à te perdre, qui était dedans et qui n'était pas juste des cassos au RSA. Ouais, cette expérience des Gilets jaunes, et ouais, ce sera une très grande période de ma vie qui m'aura marqué. Et je me rappellerai toujours ouais, de cette visite, cette petite balade pour justement essayer de trouver le terrain d'entente et de discussion. Pour commencer court, voilà, les Gilets jaunes, je pense que pour moi, c'est la révolte populaire qu'on attendait depuis 68. Voilà, j'ai pas connu 68. Euh, j'ai pas connu 68. Et je me suis pas immergé dans l'histoire de cette révolte populaire qui a fait que, voilà, on a gagné notre 5e semaine de congé payé, etc. Enfin bon, il y a plein d'autres choses, mais celle-ci entre autres. J'ai participé en tant que chef d'entreprise, hein, voilà, j'ai participé à pas mal de manifestations dernièrement. euh, à l'époque de Hollande au pouvoir avec la loi travail, etc. Je me suis un peu intéressé à Nuit debout, voir s'il y avait, je vais dire, un embryon de vraie révolte, voilà, de quelque chose qu'on entend parler maintenant depuis presque un an, de révolution entre guillemets. Moi, je suis sorti pour un seul concept, hein, je suis pour que ce système change totalement. Et quand je dis totalement, c'est d'un point de vue radical, hein, voilà, c'est mon côté extrême, il est là, il est ni à droite ni à gauche, comme tu le sais bien d'ailleurs, mais voilà, je suis pour un changement radical et je suis pour qu'on mette le côté humain bien en avant. Euh, donc pour revenir un peu à la petite histoire des Gilets jaunes, donc ouais, je suis sorti le 17 novembre tout seul, comme beaucoup de gens d'ailleurs. J'étais sans gilet d'ailleurs, j'étais acheté mon gilet, je suis tombé sur un petit groupe qui était pas trop loin de chez moi, avec qui on a super sympathisé, on a marché longtemps ensemble, on a créé des choses ensemble. En parallèle de ça, la semaine, parce que les Gilets jaunes c'est bien sûr que le samedi, en parallèle de la semaine, il y avait un petit groupe qui s'est porté volontaire pour aller manifester à Rungis pour continuer à marquer le coup et faire perdurer, je dirais, cette révolte hebdomadaire. Et donc du coup, une organisation s'est créée. On a essayé de créer une coordination Île-de-France avec je dirais l'objectif de ne pas bloquer que notre petit groupe Orly, mais de bloquer Orly, Roissy et même le Bourget. Bon, après, on comprend assez vite que des gens ne sont pas forcément là pour l'intérêt du monde, quand pour l'intérêt du peuple. Dans ta question, tu parlais de gens qui ont des choses à perdre. Oui, il y a des gens qui ont des choses à perdre, mais il y avait quand même des gens qui avaient aussi à gagner. Et malheureusement, ceux qui étaient là pour gagner quelque chose ont pris le dessus sur beaucoup de groupes et ça a dézingué un petit peu l'ensemble de la structure des Gilets jaunes. Euh, Après, voilà, pour revenir à notre petite balade et puis un débat qui est très 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 houleux évidemment. Et je pourrais encore en reparler. Je l'ai encore vécu hier. Mais voilà, je pense que le combat est populaire. Il est au-delà de n'importe quel parti politique et de n'importe quel syndicat. Je salue bien bas toujours les syndiqués déterminés dehors et bien qui ont bien compris que le concept du syndicat, de toute manière, c'est qu'une grosse arnaque aussi, hein, quoi qu'il en soit. On voit bien avec les représentants d'État aujourd'hui, Berger et puis Martinez, ils sont pas là pour l'intérêt du peuple, sinon ils seront sortis leur burne depuis longtemps et puis on n'en serait pas là. Et avant ce saleté de Covid, on aurait pu aboutir à quelque chose de très concret. On était à 4 mois de manifestation générale, enfin d'interpro, beaucoup de fonctionnaires étaient dehors, il y a beaucoup de grèves générales, enfin la grève générale était quasiment lancée. Et les gilets jaunes étaient en appui derrière. Enfin bon voilà. Donc les gilets jaunes, grande aventure, toujours présent. Voilà, je ne cache pas, j'étais encore là hier. Je pense qu'on essaie de trouver des points de sortie honorables avec. On a remonté un bloc de protection qui marche assez fort et les gens vont s'unir. Donc je pense que c'est une bonne chose. Et on a dans le groupe aussi bien des gens de droite que de gauche. Et que ce soit même des ultras de droite et des ultras de gauche. Et je pense qu'ils savent faire la part des choses. Malheureusement, on n'est qu'un petit groupe de 40 personnes. Mais voilà, je pense que ouais, la vraie solution est dans l'union, quoi. C'est pas dans l'échange d'informations, d'idées. Le concept de changer ce système-là, c'est de passer sur une 6e République ou une première démocratie, peu importe la forme. C'est pas une question de forme, c'est surtout une question de fond. Et retrouver la souveraineté du peuple. Et quand j'ai la souveraineté du peuple, c'est au-delà d'une pure démocratie, quoi. C'est qu'on vote nos lois, mais qu'on les propose, qu'on les étudie ensemble, qu'il y ait des ateliers constituants pour les volontaires, et puis que même les gens qui n'y comprennent rien, ou qui sont loin de ça, ou qui ne s'y intéressent pas, mais qu'au moins qu'ils aillent voter.
Et ça ne passera que par l'union des partisans et pas des têtes d'affiche. Voilà, donc je reviens toujours à la même chose. Être une tête d'affiche, ça n'apporte en rien. On peut dire des conneries, faire des machins. Puis les gens sont tellement un peu débiles aujourd'hui, c'est qu'on part sur un jugement général et on se pose pas la question de savoir ce qu'il y a dans le fond et puis quoi que ce soit. Enfin bon. Donc voilà, les gilets jaunes, l'organisation, ouais, donc un peu une catastrophe. Mais on voit bien d'ailleurs la division qu'il y a au sein des gilets jaunes et je pense que ça ne fait que le bien-être du gouvernement parce que lui peut continuer. C'est extrêmement intéressant quand tu parles d'union populaire, parce qu'en fait, on se rend compte que, on est divisé au sein du peuple sur énormément de choses, dont certaines qui sont totalement légitimes et qui légitimisent justement une réelle séparation. Mais en fait, il y a énormément de choses, notamment avec les réseaux sociaux, ou peu importe, en fait, mais tout ce qui va être virtuel et ce qui va être dissocié de l'action concrète, qui va créer des divisions, des tensions, et du coup, euh, annihiler, tuer dans l'œuf toute possibilité de prise de pouvoir, de révolte populaire. Voilà. Alors qu'en fait, quand on fait ça dans le réel, on se rend compte justement que on peut tout à fait discuter, trouver des points d'accord avec des gens qui à première vue, sont nos ennemis, en fait. Et ça, il n'y a que le réel qui le permet, parce que dans le réel, il n'y a pas le temps pour toutes ces conneries, en fait. Je reprends la suite de mon collègue, hein. Tu comprends bien que moi, c'est pas du tout la même vision que j'ai, hein, parce que je me suis tellement foutu sur la gueule avec ces célèbres héros de la nation nommés Action antifasciste Paris banlieue. On va les citer pour une fois, qui dégagent toute personne avec des opinions nationales, ou notamment toi, en plus, tu as tout fait pour faire l'union, ce qui est ça qui est impressionnant. Mais c'était pas possible. Je me rappelle d'une manif où ces putains d'antifa à la con, excuse-moi les termes, ils nous ont ouvertement agressés, où on s'est retrouvé avec nos camarades qui se sont fait éclater dans des métros. Honnêtement, quel est ton avis sur cette frange d'extrême gauche, en fait, cette frange qui a, à mes yeux, en fait, détruit ce mouvement? Peut-être que je me trompe, mais je serais intéressé de connaître ces avis-là, parce qu'on est sur Fréquence Panzer, et Fréquence Panzer, c'est pas que brosser la droite ou les libertariens dans le sens du poil, c'est aussi hérisser et se prendre des épines d'hérisson dans la main. Je te laisse. L'Union populaire. Alors c'est ce qui m'a plu dans les premières semaines des Gilets jaunes. Ça c'est clair et net que cet appel je sais plus de qui il venait. Pour moi c'était d'un petit routier. Après il y a eu l'équipe de Dro et compagnie. Voilà, moi ça m'a. Je suis rentré le 17 novembre au soir et j'ai dit à ma femme, ça y est, dans un mois c'est plié, on a gagné. On n'a que des gens bien, on parlait pas de politique, on parlait pas de salaire, on savait pas qui était qui, mais on savait pourquoi on était là. Après, oui, les divisions, alors j'ai marqué division pour les réseaux, mais les divisions, c'était, bah ouais, tout le monde a envie de faire quelque chose de concret, de positif. Chacun a sa petite vision des choses, et je pense que les réseaux sociaux ont permis justement une énorme division parce que les gens n'ont pas compris le concept de cette union et l'union même à travers les réseaux. Je vais peut-être simplifier un peu les choses, mais si on avait par exemple gardé la page principale d'Éric Drouet, parce que c'était celle qui était quand même la plus suivie au démarrage, je sais pas où en était l'autre politisé, là, Madame Moreau, dans le sud là, mais je crois que c'était quand même lui qui emmenait le plus de monde en manifestation et compagnie, et donc qui arrivait à avoir un point fort. Si chaque personne qui avait une idée intéressante, un projet intéressant était passé par cette page-là en disant voilà, on fait un référendum, ça vous intéresse? Oui, non. Si oui, on fait comme ça vous intéresse? Oui, non. Ça veut dire que l'union aurait été totale, c'est-à-dire que le lanceur serait resté le lanceur, même s'il parlait. Celui qui avait décidé de faire une coordination, il serait resté celui qui est resté à faire une coordination. Et dans cette coordination, il y aurait eu plein d'autres éléments avec d'autres capacités. C'est une question à laquelle j'ai pas répondu dernièrement, c'est que oui, dans les Gilets jaunes, il y a plein de personnes. Enfin, moi, je rencontre énormément de gens, euh, des, des gens même simples, je veux dire, quand je veux dire simple, de régime catégories sociaux, quoi. Des gens qui sont ouvriers, des gens qui sont chômeurs, des gens qui sont artisans, qui sont chefs d'entreprise, qui sont cadres. J'ai rencontré des banquiers, des avocats, des médecins, enfin, dans l'ensemble des révoltes qu'il y a eu depuis 2 ans, on a rencontré énormément de gens qui étaient loin d'être bêtes. Les réunions sont faites avec des gens, mais super intelligents, avec des réflexions logiques qui faisaient qu'on aurait pu tous avancer, faire avancer l'ensemble du mouvement.
mais la division s'est faite déjà à travers les réseaux. Ensuite, il y a eu les petites guéguerres d'ego. Alors, si c'était vraiment des petites guéguerres d'ego, des petites guéguerres d'ego, je veux dire. Et puis ensuite, ben, on a eu aussi un système de récupération politique, sans savoir si les gens autour étaient d'accord, pas d'accord. Donc on revient encore un peu à la démocratie. Et c'est ce qui fait que ça a emmené à la division. Et la réelle division, comme vous le citez bien, vient du fait que le groupe, enfin cette révolte a été repris par un groupement politique extrémiste, évidemment celle de gauche, puisque les gens d'extrême droite étaient totalement exclus de toute manifestation et de toute réunion. Et ça a jeté un froid, même si ceux qui sont restés là et qui disent rien ne sont pas forcément de droite ni d'extrême droite, mais ça a jeté un froid sur le concept de la partisanat, quoi. Alors qu'on aurait dû rester tous simple et égaux, chacun à sa place, même avec des fonctions différentes, même s'il y a des fonctions plus importantes que d'autres, c'est pas le problème, mais que chacun reste à sa place, et puis on aurait pu vraiment créer quelque chose de concret. Mais enfin bon, l'homme est là avec ses qualités, ses défauts, mais surtout ses défauts, quoi. Donc c'est ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, l'égoïsme, la non-réflexion, etc., font que la non-remise en cause, surtout, les gens se remettent jamais en cause, même s'ils font des conneries, c'est toujours la faute des autres. Enfin bon, pour répondre à ta question, mon avis sur les antifas au sein des Gilets jaunes, oui, ça a été une très grosse récupération, ça a été un très gros méfait, entre guillemets, dans le sens où les gens n'étaient pas forcément tous de gauche, encore moins d'extrême gauche. Le NPA, je salue bien bas ce petit postier et l'autre, les deux représentants, parce que je pense que c'est des gens qui viennent du peuple et qui parlent pas, qui sont pas cons, enfin, qui arrivent à toucher du monde. Mais, bon, il faut être réaliste, quoi. C'est 6-7% à chaque élection, donc c'est pas du tout la majorité. La majorité des quelques peu qui vont voter, en plus. Et en plus de par le fait, il y a l'ultra-violence et la casse. Parce que je pense que la violence qu'il y a eu au début, quand on se tapait avec les forces de l'ordre, parce que je dis bien forces de l'ordre pour pas dire gardien de la paix, ce sera, je pense, un autre débat, mais quand on se tapait avec les forces de l'ordre, c'était contact avec les forces de l'ordre. C'était pas on allait casser des vitrines et compagnie. Quand on aura compris que, quoi qu'il en soit, c'est les assurances qui payent, et les assurances, c'est pas les riches qui les payent, c'est nous. Donc à un moment donné, faut pas se dire que les gars, cette année on a pété plus de vitrines, donc les actionnaires ils auront moins de thunes, bien au contraire. Si on n'arrive pas à pâter les actionnaires se barrent. Donc quoi qu'il en soit, tous les ans on leur donne toujours un peu plus de thunes. Donc quoi qu'il en soit, ceux qui payent, c'est les pauvres. C'est ceux à qui on va leur rajouter une taxe Covid, une taxe gilet jaune ou une taxe tremblement de terre ou je sais plus quoi d'autre. Enfin, je rentre dans un autre débat. Donc non, oui, moi mon image personnelle des antifas, alors je parle des antifas de manière générale. J'en ai côtoyé énormément dans les Gilets jaunes. On en a un parmi le groupe Le Bloc, un mec qui est ce qui est, mais qui est respectable. Mais pour dire de manière générale, c'est que ces groupes radicalisés qui excluent tout le monde à coups de bouteilles dans la gueule, c'est pas la solution, quoi. Moi, je suis le premier, enfin, tu le sais bien, je suis le premier à vouloir faire une table ronde avec tout le monde, ceux de droite, ceux de gauche. Je connais aussi bien les mecs de droite que ceux de gauche, donc ça me pose aucun problème de les unir. Et moi d'ailleurs, on peut pas me mettre d'étiquette, on peut m'insulter de quoi on veut, mais quoi qu'il en soit, on pourra pas me reprocher quoi que ce soit, puisque j'ai aucune bannière et je défends rien du tout, à part ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, un coup d'État populaire et un changement radical de cette société pour l'homme et que pour l'homme, et que le capitalisme soit toujours existant, mais avec un moindre mal, quoi. Voilà, donc ma position sur les antifas, je pense qu'on a besoin d'eux, mais on a besoin d'eux quand ils sont structurés, quand ils sont organisés, et pas quand ils veulent prendre les rênes de cette révolte. Bon, bah écoute, on a fait un petit tour, entrepreneur, gilet jaune, qui est très intéressant, notamment parce que ça donne autre chose que cette vision dichotomique que te raconte BFM TV. Maintenant, on va partir sur du truc sympa, du truc fun, du truc qui est détente. D'essayer de faire de la détente. Je sais personnellement que tu es un grand fan de YouTube, si je me trompe pas. Je serais bien intéressé que tu racontes quelques petites anecdotes d'où vient cette passion en fait pour ce groupe, qui est quand même un groupe phare et mythique de la pop musique. Donc voilà. Je te laisse, éclate-nous, et puis après on va parler, si tu veux parler moto, ouais, musique sera pas mal. Musique, YouTube, je sais que t'es comme moi passionné de bécane. Donc on va parler des deux choses vite fait, et puis on terminera sur le conseil jeunesse. Donc si t'as. Voilà, lance-toi.
Alors, U2, ouais, U2, Alors, je suis pas fan de U2. C'est un groupe que j'écoute beaucoup. Je dois avoir quasiment tous leurs albums. Je les ai vus qu'une seule fois en concert. Pour dire vrai, je suis fan du groupe qui s'appelle Muse. Muse, c'est un groupe de pop rock anglaise. Alors, je suis pas très très bon en anglais, mais je sais qu'à travers leurs paroles, c'est un groupe qui est quand même assez porté sur le complotisme. Désolé de te décevoir à ce niveau-là pour le groupe, mais voilà. Mais par contre, on a eu l'occasion de les voir 3 fois en concert à New York. Parce que justement Bono faisait l'avant-première de Muse, enfin Muse faisait l'avant-première de U2, du concert de U2 au Giant Stadium. Et nous, on a kiffé de pouvoir justement voir notre groupe favori, moi et ma femme, et surtout voir après ça un concert de U2 qui est quand même l'un des plus grands groupes du monde, quoi. Si tu veux que je te parle de U2, je peux en parler vite fait pendant une minute. Je pense que c'est des gens super bien. Ce qu'ils chantent ont un vrai fond. Moi, le rock, voilà, rock à travers U2, à travers Muse, à travers les générations 70, parce que c'est ma génération je sais pas, je peux pas tous les citer, mais je pense à Pink Floyd, je pense à tout ça, et musicalement, non, ça me fait vibrer, c'est profond, quoi. Et puis, ouais, voilà, Bono, tout ce qu'il a pu faire, il capitalise aussi, mais tout ce qu'il a pu faire pour l'ensemble du monde entier fait que c'est un grand homme. En fait, non, voilà, je suis devenu maintenant réellement fan du groupe de Muse il y a plus d'une vingtaine d'années parce que mon ex-compagne était fan d'un groupe qui s'appelait Dépêche Mode et donc je pense qu'elle a réussi à me rendre, de me refiler sa maladie d'être fan d'un groupe. On n'est pas des groupies non plus, hein, ni elle ne l'était, ni moi je le suis. Mais et un jour, un concert de Dépêche Mode, Muse faisait une avant-première. C'était un tout petit groupe qui démarrait. Ils avaient 4, bah ouais, ils ont 4-5 ans de moins que moi, donc c'était des petits jeunes, pop rock. J'ai flashé sur une musique, je les ai suivis pendant quelques années jusqu'à ce qu'aujourd'hui Muse soit l'un des groupes les plus écoutés aussi au monde. D'ailleurs, Bono avait dit ça quand qu'il l'a présenté au Giant Stadium. Ce sera un groupe qui les détrônera un jour. Et je pense que oui, ça y est, c'est déjà fait. Donc ouais, mais Mathieu Bellamy me fait vibrer sur ses paroles, sur son intonation de voix, sur sa manière de jouer aussi bien du piano que de la guitare, de la contrebasse. Ce groupe est mythique parce qu'on n'a rien à leur reprocher. Voilà, c'est un petit groupe normal. Ils sont pas de droite, ils sont pas de gauche. Ils ne font pas de politique. Dans leur album, ils peuvent aussi bien parler d'amour, de religion que de complotisme. Bon, ils parlent beaucoup du système actuel et après ils essayent de mettre une espèce de message, pas subliminal justement, un vrai message profond sur comment prendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui, quoi. Donc voilà, j'ai eu l'opportunité de bien gagner ma vie, j'ai eu l'opportunité de les voir, je peux le dire, presque 150 ou peut-être un peu plus que 150 fois. On a fait des voyages avant d'avoir mes enfants avec ma femme dans des très beaux pays du monde, justement, juste pour aller les voir. On a profité de visiter le pays en même temps, mais c'était plutôt notre priorité, quoi. C'était de voir ce groupe de rock. Et qui nous a permis de rencontrer énormément de gens à travers le monde. On a des potes un peu partout, on a rencontré des gens dans le team qui suit le groupe et on a rencontré des gens un peu partout en Australie, aux États-Unis, où on a sympathisé, on est toujours en contact d'ailleurs. Bon, écoute, ouais, bah, erreur de ma part, hein, je me suis planté, c'est pas YouTube, c'est Muse. Gros débile que je suis, bah, tu sais, je suis juste un pilote de tank, un espèce de gogol qui aimait sauter sur des rouges quand tu m'as connu. Parce que, vous savez, chers auditeurs, je suis un vigneron. J'aime beaucoup sauter sur des trucs rouges. Voilà, je fais du vin en sautant sur des rouges. Enfin bref, dans tous les cas, voilà. Bon, je sais que tu es motard comme moi, donc on a tous les deux un amour de la liberté. Par contre, la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune actuellement? Un conseil, un bouquin à lire, des vidéos à écouter, des CD, quelqu'un à écouter, enfin toutes ces conneries, vous voyagez, quel pays aller voir, enfin, laisse-toi, c'est open bar. Parler de la jeunesse. J'aimerais avoir 17 ans aujourd'hui et avoir ce que j'ai dans le crâne maintenant, mais bon, si j'avais un seul conseil à dire à tous les jeunes d'aujourd'hui, c'est de savoir écouter leurs parents et de savoir entendre leurs grands-parents. Dans le sens où leurs grands-parents ont vu les générations évoluer. Et l'évolution est tellement fulgurante, surtout dans cette période de notre vie là. Enfin là, c'est la période du monde entier d'ailleurs, parce que c'est le monde entier qui vit ce qui est en train de vivre, qu'il faut entendre comment les générations ont évolué dans le passé pour justement comprendre comment va évoluer l'avenir.
Ça, c'est un concept très très philosophique. Si j'ai des noms de bouquins à vous lire, à vous donner, bah, lisez du Socrate. Ça vous permettra de vous d'apprendre qui vous êtes avant même qu'on vous juge et de vivre dans un monde et rester qui vous êtes surtout. Parce qu'on est dans un monde où justement il faut paraître plutôt qu'être. Donc moi je dis à tout le monde qu'il faut d'abord être avant de paraître. Après tu peux paraître ce que tu veux, mais si t'es pas quelqu'un, ça sert strictement à rien. Avoir des valeurs, c'est ce qui est le plus important dans la vie et les respecter et surtout se battre pour les défendre. Parce que les valeurs qui sont inaliénables blancs, pardon, euh, on peut pas cracher dessus, quoi, la valeur humaine, etc., etc. Voyager, ouais, voyager, on a quand même la France est quand même l'un des plus beaux pays du monde, à travers ses régions, à travers son climat, à travers sa culture, à travers sa nourriture. Donc voyagez déjà dans la France, apprenez à rencontrer les gens, surtout dans chaque région. Et après, s'il y a des pays à voir, bah, il y a tous les continents à voir. C'est comprendre comment le monde deviendra en voyant les États-Unis, parce que eux, ils ont des décennies d'avance, mentalement parlant, je veux dire, par rapport au monde dans lequel on vit. Donc c'est un monde complètement égoïste, etc., etc. Euh, et après, les pays d'Asie, les pays pauvres qui vous apprendront beaucoup plus sur vous aussi, quoi. Savoir comprendre à relativiser un petit peu nos malheurs, entre guillemets, c'est pas nos malheurs, mais tout ce qui fait pas notre bonheur aujourd'hui au quotidien, par rapport à comment les autres vivent à côté et comment eux peuvent être aussi heureux à côté. Donc s'il y a plein de pays à visiter, ouais, je pense les pays pauvres, l'Asie, et puis ces deux pays extrêmes, voilà, les États-Unis par exemple. Je pense aux États-Unis parce que c'est le centre du monde, mais bon, c'est pas le centre du monde. Voyagez, faites ce que vous avez envie de faire, dans la limite du raisonnable, mais faites ce que vous avez envie de faire, prenez pas de danger, mettez personne en danger surtout, mais profitez de la vie, faites ce que vous avez envie de faire, prenez votre temps pour tout, pour apprendre à aimer, pour faire vos enfants, pour découvrir la vie, et remettez-vous en cause quand vous faites des conneries, c'est jamais la faute des autres, hein. Si une connerie est faite, c'est que c'est de la nôtre, quoi. Donc il faut savoir se remettre en cause pour pouvoir justement évoluer, grandir. Et puis restons simples, parce que de toute manière, on n'est qu'un petit bout de poussière sur cette planète. Donc il faut rester simple, humble, et puis la vie nous le rendra. Et oui, en effet, donc c'était un très bon ami à moi, quelqu'un avec qui j'ai fait nombre de carbistouilles, vous pouvez pouvoir imaginer. Il m'a connu dans des conditions assez drôles où en fait il avait entendu parler de moi à l'époque où je venais de débouler à Paris en mode émeutier gilet jaune, en mode casseur de rouge. Une histoire où il m'avait pris pour un strict médic. En fait, dans mon sac, pour vous tout vous dire, il y avait à peu près 8 kilos de pyrotechnie venant des zones portuaires de Brest notamment. Et je sais pas pourquoi, mais mon nom a été assez reconnu, donc ça c'était assez drôle. Et donc par contre, bah, on va arrêter là-dessus. Moi, je trouve que cette émission est très fort intéressante parce que ça change, ça vous donne une autre vision en fait de ce que peut être la population française gilet jaune. Là, vous avez quelqu'un en fait qui est entrepreneur, on peut dire, qui a réussi sa vie, on peut le dire, et qui est franc et direct. Ouais, c'est pas un mec débile, parce que c'est un mec qui a monté sa boîte et qui est capable de vous citer du Socrate. Donc j'ai envie de vous dire, ça change des pauvres blaireaux qui vous citent des putains d'écrivains qui ont jamais lu une seule page, hein, n'est-ce pas Daniel? Bon, sur ce, bah moi je retourne dans le cambouis, puisque bah vous savez, le moteur d'un tank c'est galère. Donc là, vraiment il merde, il merde. Je vais vous laisser avec mon camarade qui fait la peinture. Ouais, donc comme vient de le dire le Panzer Tartar, c'était extrêmement intéressant. Et moi, j'en déduis aussi, en écoutant tout ça, que une solution au problème de beaucoup de gens, et notamment de ma génération, donc la génération des plus jeunes, des gens qui ont la vingtaine, c'est vraiment de commencer à agir dans le réel, en fait. Peu importe l'échelle, mais tout simplement faire des choses concrètes, quitte à prendre des légers risques, en fait. Parce que la vie, c'est ça aussi, c'est pas que du confort. Et en restant dans du confort, on n'avance pas, quoi. Par exemple, voyager, ce genre de choses, en fait, qui forge un homme. Et il n'y a rien pour remplacer ça, quoi. Donc voilà. Bon, sur ce, bah là on peut pas s'arrêter à la frontière, parce qu'on est toujours bloqué à la frontière. En ces temps de Covid, c'est un peu la merde. Le temps de réparer le moteur, et on repart de nouveau sur une fréquence Panzer.